Est-ce que tu m'entends déjà? Moi, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends de ton côté? Ah ouais, ouais, impeccable. Ah ben voilà, Bon, ben, là c'est mieux. ah, Pas eh faire ben de la promo voilà. quand même, faut pas. Alors, J'ai- bah, toi qui ne chantes pas, donc j'avais pas de titre à diffuser, mais est-ce que bah, tu pourrais te présenter un peu ton parcours dans les grandes lignes? Alors, écoute, c'est rigolo parce que j'ai chanté, fut un temps, il y a quelques années, au petit conservatoire de Mireille. Ça Mhm, date pas d'hier, hein. J'étais tout jeune et je me suis essayé à la chanson. Et effectivement, c'était quelque chose de fort sympathique. Chanson en direct avec un pianiste, avec Mireille qui donnait ses conseils. Et c'était très amusant. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer d'ailleurs un peu plus tard dans une comédie musicale au Bataclan qui s'appelle le Mayflower. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Mayflower qui avait été composé par Eric Chardin et Jean-Claude Petit, où ils cherchaient des comédiens, des danseurs, des chanteurs et notamment des comédiens sachant quand même un peu chanter. mhm. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, je suis comédien de formation essentiellement, ayant fait mes classes dans les conservatoires de région et puis à Paris. Et je joue en ce moment un spectacle qui s'appelle Le Masque de Fer et les Mousquetaires ou Le Secret de Saint-Marc. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs hein, sur ce Mhm. spectacle et qui raconte une des plus grandes supercheries de tous les temps, la création de ce masque de fer, puisqu'il a bien existé, et surtout qui l'a créé, c'est-à-dire son créateur, puisqu'on ne le connaît pas du tout. Sa créature, lui, il lui a survécu, mais le créateur, qui était un mousquetaire, au même titre que d'Artagnan, lui, il a complètement disparu de la circulation. Et quand on connaît son parcours et son histoire, eh bien, c'est assez spectaculaire et ça vaut le coup de se pencher dessus. Voilà. Ok, bah, justement, est-ce que tu pourrais présenter bah, ce spectacle? Oh, c'est très simple, c'est un spectacle qui dure 1h15 et qui va, lors d'un petit entretien avec un journaliste qui n'est pas là, mais disons que c'est un journaliste virtuel qui est dans le public. Euh, on va retrouver Saint-Marc, ce mousquetaire qui va se jouer se prêter au jeu de l'interview et commencer à parler à ce jeune journaliste, à lui parler de sa vie et à lui parler petit à petit, comme un chat qui s'amuse avec une souris, du masque de fer et de savoir pourquoi, quel est le parcours qu'il a obligé, en tout cas encouragé à prendre un prisonnier et à l'affubler d'un masque de fer. Parce que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Il faut bien dire que on est baigné dans le XVIIe siècle, ce grand siècle, avec des hommes de pouvoir et des hommes qui allaient jusqu'au bout de leur pouvoir. Il n'y avait pas forcément de limite, euh, celle éventuellement la limite de la lettre de cachet que Louis XIV pouvait utiliser, mais sinon, à la cour, pour des hommes d'armes notamment, il n'y avait pas forcément de grandes limites. Donc c'est intéressant de voir ce que ces hommes-là, ces soldats d'élite, puisque c'était des soldats d'élite, faisaient de ce pouvoir-là. Bah, ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Mais, enfin, c'est différent, Ah, mais c'est assez proche quand on, même. Mais, alors on va dire que si, parce que j'ai pas mal, parce que j'avais déjà fait un spectacle, enfin j'ai écrit plusieurs pièces sur ce siècle, puisque tu as des personnalités très fortes et qui sont encore assez libres de parole et d'actes, puisque l'académisme et le laminoir du style ne sont pas encore passés par là. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait assumer évidemment tes dires et tes actes. Si tu insultais quelqu'un, tu devais en répondre par un duel. Maintenant, c'est plus dur. Tu peux insulter les gens à la télé, tu n'auras pas forcément, bon, éventuellement un petit rappel à l'ordre devant un tribunal, mais tu as quand même moins de problèmes. Tu es quand même confronté. Le dernier duel, c'était Gaston Defferre il y a déjà quelques années, et c'était au premier sang. Donc, c'est des personnages qui ont un sens de l'honneur très très poussé, un sens du roi, alors là encore plus poussé, et on les insulte pas facilement. Et quand ils insultent eux-mêmes, c'est pas dénué de fondement. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir toutes ces personnalités se côtoyer à la cour et voir comment ils évoluent autour du roi pour avoir les faveurs hein, du roi, pour avoir le regard bienveillant de ce roi-là. Puisque c'est lui qui était, entre guillemets, le grand ordonnateur, le grand manipulateur, le roi soleil par excellence.
Mmh. Oui, et puis il n'était pas vraiment à un complot près, parce que entre éventuellement Fouquet et puis l'affaire des poisons aussi, c'était à peu près à la même époque. Donc, Oui, tout à fait. Alors quand tu dis il n'était pas à un complot près, c'est-à-dire qu'il a subi des complots. C'est ça qui est assez oui, la terrible. fronde notamment. Euh, Ouais. voilà, les poisons avec la voisin qui avait emprisonné. On a vu que la Montespan, sa favorite en titre, était impliquée dans ces empoisonnements-là et dans des messes noires qu'elle pratiquait pour c'était assez terrible parce que la Montespan, qui était sa favorite, qui était même la représentante quand il y avait des diplomates étrangers qui venaient, c'était pas Marie-Thérèse d'Espagne qu'on faisait sortir, c'était la Montespan qui accueillait avec le roi. Extraordinaire quand même, hein. Mmh. Un ménage à trois que toute la cour connaissait. Et c'est vrai que la Montespan a été prise, non pas la main dans le sac, mais en tout cas, on a su par la voisin qu'elle pratiquait des messes noires et qu'elle prenait auprès de la voisin, elle commandait auprès de la voisin du sang de nouveau-né dont elle s'aspergeait pour garder la jeunesse éternelle. On est allé loin quand même, hein. Et quand Louis XIV a vu que ça allait évidemment atteindre sa favorite, il a arrêté toutes les poursuites et il a relégué sa favorite dans une des ailes de Versailles et il ne l'a plus jamais vue. Voilà. Euh, et il est allé plutôt se consoler auprès de Madame de Maintenon. Donc ça, c'était un complot, bien sûr, un complot qui était assez dur. Et puis Fouquet, c'est différent parce que Fouquet, moi j'ai une petite tendresse pour lui parce que il a été arrêté, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un complot. On peut dire que c'est l'histoire. L'histoire du vainqueur a laissé Fouquet comme quelqu'un qui aurait fait œuvre de péculat et de concussion, alors que pas du tout. Quand tu vois, quand il a été arrêté, il n'avait pas une thune. C'était Un peu plus plutôt de la jalousie finalement, mais la jalousie par rapport à. voilà, c'est ça. La jalousie est surtout parce que Fouquet avait une quarantaine d'années, Louis XIV en avait 23, il allait prendre le pouvoir. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, hein, cette affaire Fouquet, parce que Fouquet avait l'argent du royaume entre les mains. Et c'est lui qui demandait aux grandes familles de l'argent à prêter à la France pour les grandes conquêtes, les grandes guerres, fomentées par Mazarin. Éminence noire que la France n'ait jamais eue. Alors là, pour le coup, Mazarin, c'est pas mon ami. Richelieu était plus sympathique. Même si un peu cassant et rigide, mais bon, Mazarin, fallait le suivre dans ses méandres. Et donc, du coup, effectivement, Fouquet a été accusé de tous ces maux-là parce que il est arrivé au moment, si tu veux, où il a demandé à Mademoiselle de la Vallière, qui était une petite favorite du roi, d'espionner pour lui, à son compte. Et Mademoiselle de la Vallière, qui était très amoureuse du roi, a tout répété à Louis XIV. Et là, le roi a dit non, là, Fouquet, il a mon argent, là, ça suffit, il ne va pas non plus avoir mes favorites et surtout des informations qu'il pouvait éventuellement donner sur l'oreiller. Donc, il a décidé de l'arrêter. Et la concussion et le péculat n'ont été que des prétextes. Et il n'avait que des dettes quand il a été arrêté, il n'avait que des dettes. Alors qu'il avait un sens prononcé de l'État et qu'il avait aussi un dévouement total, puisque même quand il a été arrêté et emprisonné à Pignerol, emmené, arrêté et emmené par D'Artagnan, il faut bien le voir, hein, qui était un de ses amis proches. D'ailleurs, Louis XIV avait dit à D'Artagnan, je vous ai choisi pour arrêter Fouquet parce que je sais que vous êtes un de ses amis et comme vous avez le sens du devoir, vous ne me trahirez jamais. Cornélien, comme sujet cornélien, ce qui a fait une pièce qu'on a jouée pendant 15 ans. Donc, du coup, c'est vrai que Fouquet, même à Pignerol, continuait à envoyer des livres de recommandations, des mémoires à Louvois, qui étaient notamment destinés au roi pour bien gérer le royaume. Donc c'est assez incroyable, hein, alors qu'il a été enfermé pendant quasiment oui, 1661, 1672, 82, oui, non, un petit peu plus, quasiment 20 ans. Donc oui, oui, ça a été oui, il a subi des complots, mais les premiers complots qu'il a subis, c'était quand il était jeune, tout jeune, hein, quand il avait 10-12 ans, où Gaston d'Orléans a voulu renverser évidemment Louis XIII et a voulu tuer sa progéniture, dont Louis XIV, enlevé au château du Louvre. Donc ça a été très dur pour Louis XIV. Et il a toujours eu en mémoire ces épisodes-là, d'où le fait de partir de Paris et d'habiter à Versailles. Versailles qu'il contrôlait davantage,
que le vieux château du Louvre qu'il fallait refaire complètement avec des vieux couloirs qui n'étaient pas très lumineux, qui étaient un peu glauques, il faut le dire, où il y avait déjà pas mal d'épisodes tragiques qui avaient eu lieu dans ce bâtiment. Donc, on peut comprendre un peu la psychologie de Louis XIV. Et c'est dans cet univers-là qu'apparaît donc Monsieur de Saint-Marc, qui est un mousquetaire qui souhaite mourir au combat, comme tout mousquetaire à l'époque, hein, au service du roi, et qui a été désigné par D'Artagnan, son supérieur hiérarchique, pour arrêter notamment Fouquet avec lui, et puis ensuite s'occuper de lui à Pignerol, dans les Alpes piémontaises, dans ce fort militaire. Et donc, ce mousquetaire qui voulait mourir au combat va être le geôlier de toutes les prisons françaises pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire à l'ombre et en train de s'occuper de prisonniers plus ou moins illustres. Il a eu Lauzun, il a eu Fouquet, et puis il a eu aussi Matthioli ou d'autres prisonniers, et il a été totalement oublié par le pouvoir. Il a aussi gardé quelques espions, parce qu'à l'époque, tu avais des valets qui étaient des espions et qui étaient relégués dans les prisons françaises. Il y avait notamment Mazarin et Richelieu qui avaient beaucoup d'espions aussi. Oui, oui, mais tu sais, à l'époque, et ça j'en parle dans la pièce, il faut bien voir que les espions, alors tu avais deux sources d'espionnage. Tu avais l'espionnage que tu pouvais trouver chez certains mousquetaires qui étaient en mission dans des royaumes comme l'Angleterre ou des royaumes en Italie, etc. Mais on savait que c'était des gendarmes, donc c'était compliqué de faire œuvre d'espionnage. En revanche, ce qui était plus connu et qui était beaucoup plus utile et efficace, c'était les valets, les domestiques, les dames d'honneur autour de la reine qui souvent faisaient œuvre d'espionnage. Donc tu les retrouves notamment en train de faire transiter des petits papiers entre la France et l'Angleterre pour essayer de rapprocher l'Angleterre, qui est devenue anglicane, et de la rapprocher du royaume, j'allais dire catholique, hein, pour les faire revenir dans le giron catholique. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, on touche le cœur même du masque de fer, puisque c'est aussi une histoire d'espionnage dont je parle dans la pièce. Excuse-moi, ça me fait penser, la fameuse Milady, est-ce qu'elle a réellement existé ou pas, elle? Milady a existé, oui. Milady a existé. Elle était proche, mais elle était espionne. Elle était très très belle. C'était une sorte de Montespan à l'anglaise. Hein. Alors on en a fait une saloperie sur pattes dans le roman. Et c'était pas que ça. C'était une femme qui avait une tête, qui avait maille à partir, qui était d'origine noble d'ailleurs, mais qui avait le sens du devoir et qui œuvrait pour le royaume d'Angleterre. Voilà. Et D'Artagnan a été très amoureux de Milady. Et il lui a même demandé sa main, et qu'elle a refusé, parce qu'elle lui a dit, mais vous êtes une petite noblesse française, vous ne m'intéressez pas. Ce qui a été assez terrible pour D'Artagnan, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Hein. C'était une noblesse désargentée. Hein. D'Artagnan était une noblesse d'armes désargentée et qui est venu essayer de servir le roi et de se refaire un petit peu la pilule auprès du roi. Ce qui a plus ou moins fonctionné, puisque c'est vrai qu'il gagnait de l'argent en étant gendarme, mais pas autant qu'en étant, par exemple, geôlier. Geôlier, tu gagnais beaucoup d'argent, mais tu n'avais plus les honneurs de mourir au combat, mourir pour le roi. C'est la grande différence entre le Monsieur de Saint-Marc, dont je parle, hein, le créateur du masque de fer, et D'Artagnan, qui sont deux mousquetaires, mais qui sont un parfait négatif. C'est-à-dire que Monsieur de Saint-Marc est le parfait négatif de D'Artagnan. L'un a connu vraiment les honneurs, la mort à Maastricht, les obsèques nationales, et l'autre a connu que l'ombre des geôles en étant très très bien payé, mais est mort aussi dans l'oubli. Hein. Seule sa créature, le masque de fer, a survécu. Et j'explique dans la pièce pourquoi. La mécanique psychologique de ce mousquetaire et ce qui l'a poussé à affubler un prisonnier d'un masque de fer, puisque le prisonnier était déjà là. Hein. Donc, il existait au préalable. Et on peut même dire que c'était un prisonnier qui était un valet et qui était un valet du roi au départ, et puis ensuite qui a été un valet de Fouquet à Pignerol en prison. Voilà, parce que quand tu étais valet dans le civil, tu restais valet en prison. C'est intéressant. Il y avait toujours les protocoles hein, qui restaient là. Et tu servais évidemment quelqu'un que tu avais peut-être pu servir d'ailleurs dans le civil. Hein. En l'occurrence, là, il a servi Fouquet. Ce fameux masque
celui qui est sous le masque de fer, du coup, on sait qui c'est ou pas? Parce que Oui, de mémoire, il y a énormément de pistes ou de. oui, 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 oui. Tu as eu une cinquantaine de thèses qui ont été colportées par Voltaire, par Dumas. Dumas, c'est le sosie du roi. Voltaire, c'est plutôt le frère jumeau. Il y a eu aussi d'Artagnan. À un moment, on a dit il n'est pas mort à Maastricht, il est sous le masque. Mais enfin bon, le roi n'avait pas de grief contre lui, donc c'était complètement idiot. Fouquet aussi. Fouquet, il y a eu deux thèses. Il est mort en prison sous le masque, ou alors il est sorti et il est mort très peu de temps suite à une fluxion. Il y a eu même une femme dont je parle dans la pièce qui s'appelle la Moresse, qui aurait été une fille cachée de Marie-Thérèse. Donc tout ça, je te dis, c'est une cinquantaine de thèses, et la plus plausible, c'est celle qui a été énoncée par Jean-Christian Petit-Fils, dont je me suis inspiré pour la pièce. Et on connaît maintenant, on connaît quasiment depuis, on va dire, ouais, on le savait, on avait déjà bâti des hypothèses, mais ça a été renforcé par Jean-Christian Petit-Fils. Disons que depuis 40 ans, on supposait que ça pouvait être effectivement cet Eustache d'Angers, et Jean-Christian Petit-Fils, après ses recoupements et les lettres qu'il a lues, et notamment les lettres entre Saint-Marc et Louvois, puisque Louvois était le ministre de la guerre, donc il dépendait de ce ministre-là, et les recoupements qu'il a fait avec les registres d'écrou, certains qui ont été gardés. Il a pu faire ce recoupement et se dire, bon, voilà, ce stage d'Angers à 98%. En sachant que ce qui était très difficile à l'époque, quand tu étais enfermé dans tous les forts militaires, que ce soit à Exil, Pignerol, Sainte-Marguerite ou la Bastille, sur le registre d'écrou, tu n'étais pas nommément noté, mais tu avais une sorte de pseudo. Donc, il fallait faire les recoupements. Tu n'étais pas Lauzun, tu n'étais pas marqué Monsieur de Lauzun est ici enfermé pour crime de lèse-majesté. Tu étais le prisonnier fantasque de la geôle numéro 2, tu vois, il était noté. Voilà. Et Eustache d'Angers, on a réussi à avoir son nom par recoupement, et même des orthographes différentes, puisque certains parlent de danger au lieu de danger. Voilà, il y avait les deux orthographes. Parce qu'à l'époque, là aussi, comme on était dans une période où le grand siècle n'était pas encore, au début, n'était pas tout à fait académique, il a fallu attendre que l'Académie française arrive, que la langue se stabilise. Et donc, certaines lettres pouvaient glisser. Ça a été le cas entre le U et le N. Voilà. Ça, c'est à partir de Louis XIV où tout s'est construit, que ce soit l'Académie des sciences et des lettres, toutes les académies, à peu près tout ce qui existe. Et puis après, ça a été parachevé plus ou moins par Napoléon, mais les rois entrent, oui. ou après, on va vraiment bouger. Il est Napoléon est dans la droite ligne, de toute façon, d'un Louis XIV. Clairement, il a les mêmes agissements, il a les mêmes centres d'intérêt, il a la même façon politique de voir les choses, c'est-à-dire que notamment l'art doit être une vitrine du pouvoir, et Napoléon allait régulièrement à la Comédie Française, déjà parce qu'il aimait bien les petites comédiennes, et il ne faisait pas que les regarder, et puis les comédiennes aussi, elle l'aimait beaucoup, et que ça lui permettait aussi de briller en société et de montrer qu'il était l'ami de la culture et qu'il fallait briller aussi en dehors de la France. Il a pris modèle sur Louis XIV, il n'a pas énormément inventé beaucoup de choses, bon, si ce n'est le code évidemment, mais enfin, c'est pas lui non plus, il était bien entouré ce garçon. Mais dans la façon de concevoir le pouvoir et d'agir, c'était effectivement un descendant de Louis XIV, même si lui voulait être l'empereur de tous les Français. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'était encore une vision un peu différente, mais dans la pratique, c'était quand même c'était la même ambition, la même envie. Mais tu as raison, c'est un siècle, le XVIIe, c'est un siècle où tout est en train de s'agréger. Louis XIV est en train d'agréger toutes les régions de France avec des parlements qu'il essaie de mettre à sa botte, puisque à l'époque, il faut voir quand même que le roi avait moins de pouvoir que le président à l'heure actuelle, avec son statut de président. Le roi était obligé de faire la tournée des popotes pour avoir l'agrément de tous les parlements de région s'il voulait mener une guerre ou s'il avait de grandes réformes à faire. Sinon, c'était la fronde.
Et la Fronde, il en a subi quelques-unes. Mazarin était obligé à un moment ou à un autre de partir de Paris parce qu'il y avait la Fronde qui arrivait et soutenu par les ennemis de Louis XIV, parce qu'on voulait le renverser à une certaine époque. Enfin, on a failli le kidnapper quand il était petit, mais quand il était plus âgé, ça a failli aussi le faire. Il y avait une grande mademoiselle, cousine germaine, qui a été à un moment en conflit avec lui. Il y a eu le siège de Paris à un moment. Hein. Donc, il était assez controversé quand même, ce Louis XIV. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre nous soit dit, que le droit de vie et de mort, il l'a finalement peu exercé. Il embastillait plus qu'il ne tuait. Et pour ces raisons-là, hein, pour les raisons de vengeance, et puis aussi les raisons qu'à un certain moment, si tu voulais à nouveau interroger un prisonnier, bah, tu le faisais sortir de la Bastille, par exemple, et puis tu s'il lui était demandais. encore en vie. Oui, s'il était encore en vie. Ben, ça dépend qui. C'est toujours la même chose. Ça dépend qui. Les gens qui avaient des traitements, à la cour notamment, quand ils avaient des traitements supérieurs parce que de noblesse, ils étaient mieux traités. Fouquet, quand il a été enfermé, il avait un appartement prison de 80 mètres carrés. Ah oui. C'est te dire. Oui, oui. Donc, il était plutôt bien traité. Ça a duré 3 ans, hein, son procès à l'Arsenal. Et en revanche, il n'avait le droit de visite de personne. Donc, il n'a pas vu sa fille, il n'a pas vu sa femme. Et il avait 2 avocats commis d'office qui étaient juste nuls. Donc, c'est lui qui a plaidé sa cause et il n'avait le droit à quasiment aucun document. Donc, c'est avec sa mémoire qu'il a travaillé. Et ça a été un des plus grands procès truqués de l'histoire, le procès de Fouquet. Puisque le roi, là, pour le coup, le roi voulait sa mort. Il voulait sa mort. Et il y avait 22 jurés, et il y a plus de la moitié qui, au vu des faux qui étaient produits justement par l'accusation, ont dit au bout de 3 ans, non, on ne peut pas le condamner à mort, vu tous les faux en écriture qui ont été présentés. L'ancêtre de Jean d'Ormesson en faisait partie, c'était un parlementaire qui a dit non, je ne peux pas voter pour sa mort. Et il a été donc banni au départ, exilé dans un royaume étranger. Et puis comme on a vu qu'il pouvait peut-être donner des renseignements aux royaumes ennemis, on a commué cette condamnation en emprisonnement perpétuel. C'est te dire, le roi n'était pas libre. Il voulait sa mort, il ne l'a pas eu. Voilà. C'est le grand exemple de ce roi qui était quand même contrôlé. Alors il faisait, oui, il a fait des victimes. Ça a été le roi le plus belliqueux. Il a fait des victimes terribles dans tous les conflits qu'il a eus, notamment du côté de la Hollande contre les Espagnols, etc. Mais il avait quand même à certains moments des comptes à rendre. Il y avait une sorte de contrôle quand même qui était là. Et plus je côtoie d'ailleurs les rois et les reines avec les pièces que j'ai écrites sur ce siècle, plus je me dis que l'habit du président actuel, hein, c'est-à-dire l'habit que le général de Gaulle a mis en place, est un petit peu trop grand pour les présidents actuels et que finalement une monarchie constitutionnelle, je dis bien constitutionnelle, aurait peut-être été une solution. Puisque là, on voit bien que les présidents, à un certain moment, nous échappent un peu et peuvent vraiment faire des conneries. Hein. Voilà. Donc, c'est une petite réflexion comme ça. Et Dieu sait si je suis démocrate et que j'aime beaucoup la France et ce qu'elle est. Mais voilà, il y a souvent des entités, tu sais, la monarchie à l'anglaise, par exemple, où c'est très rigolo parce qu'il n'y a plus vraiment de fonction de politique de la part du roi ou de la reine. Maintenant, c'est le roi. Mais on vient le consulter quand il y a un gros problème. C'est comme si on s'en remettait quand même à une sorte de représentation de Dieu, mais qui n'est plus vraiment Dieu. C'est un peu le folklore. Mais mine de rien, ça affaiblit un tout petit peu les prétentions d'un Premier ministre qui se voudrait être le roi. Pareil en France. Ça pourrait affaiblir un tout petit peu le président qui a trop de pouvoir entre les mains et dont le Premier ministre est relégué à un collaborateur, comme le disait l'autre. Donc, voilà, ça c'est une petite réflexion. Non, Voilà. et pour revenir à ce que tu disais, après, quelques décennies après, au niveau du procès le plus hallucinant, c'était le procès de Louis XVI et Marie-Antoinette, où là, c'était faux à fond. Là, ça a été très dur. Ça a été très dur. C'est là où, quand tu connais. Et faux documents, fausses accusations. Oui, Wow. oui.
Oui, c'est très dur parce que là aussi, la Révolution française il a fallu quand même Napoléon pour l'arrêter, la Révolution française, mine de rien. Il y avait beaucoup trop de sang qui a été répandu. Napoléon a été au service au départ dans l'armée en tant que gradé, a été au service des révolutionnaires et puis ensuite il a pris le pouvoir parce qu'il a vu que c'était juste pas possible. On commençait à friser une sorte de schizophrénie collective qui n'allait pas s'arrêter. Et puis il y avait les royaumes ennemis qui voulaient récupérer la France de toute façon. Donc il a fallu qu'il intervienne. Et c'est vrai que ce qui est difficile dans cette révolution, c'est que ça partait toujours d'un bon principe, d'un bon sentiment, mais qu'ils ont tué le roi le plus ouvert et le plus démocrate, finalement, c'est-à-dire Louis XVI. Louis XVI qui avait ouvert le tiers-État, l'Assemblée, donc plus de représentants, et qui était prêt finalement à négocier. Mais voilà, ils ont décidé de le zigouiller et de lui couper la tête. Ce qui est dommage parce que c'était certainement effectivement un roi qui était prêt à entendre, mais peut-être mal conseillé aussi. Et c'est vrai que Marie-Antoinette a été de toute façon conspuée par le peuple français. C'était l'Autrichienne, il l'appelait l'Autrichienne. Et je pense qu'il y avait une sorte de racisme ambiant concernant cette pauvre femme qui était très amoureuse de son mari et qui l'a soutenue jusqu'au bout. Et on s'est mal comporté avec elle pendant son procès, c'est sûr, parce que l'accuser de viol sur le dauphin, c'était faux. Et c'était vraiment un argument. Quand tu n'as que ça à produire dans un procès, c'est un argument de merde, quoi. C'est que tu n'as pas grand-chose d'autre à fournir. Et Robespierre, plus tu le côtoies, plus tu te dis que c'était peut-être un bon théoricien, mais en tant que praticien, ça a été une horreur absolue. Là encore, d'une façon objective. La révolution formidable, il en fallait certainement une pour remettre les pendules à l'heure et pour que la bourgeoisie et que le petit peuple puissent vivre mieux. Même si tu vois que maintenant, c'est un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que tu as des dynasties françaises, tu as les pouvoirs dans une grande bourgeoisie qui dérape régulièrement et qui a des privilèges comme à l'époque. Donc, alors, je ne sais pas si on refera une révolution. En tout cas, il faudrait qu'elle soit douce et que ça ne fasse pas trop de morts, parce que c'est quand même bien souvent des morts inutiles dans toute enfin, que ce soit les guerres ou les révolutions, il y a souvent beaucoup d'innocents qui payent pour les autres. Voilà. Donc oui, les grands procès et Louis XVI a été certainement très injuste. Et puis quand tu regardes aussi ce qui s'est passé du côté de la Vendée, sans être de villiériste, mais les massacres qui ont eu lieu concernant tous les curés qui étaient là-bas et qui ont été massacrés sans procès par les révolutionnaires, tu te dis, c'est dommage, ça entache quand même cette révolution qui partait là aussi de sentiments légitimes d'un peuple qui avait été trop brimé et massacré aussi. Petite anecdote d'ailleurs, le château de Versailles a été construit par des ouvriers, mais qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont morts, et qui n'avaient pas le droit de quitter le chantier, sous peine d'enfermement. C'est-à-dire, là, tu pouvais te faire embastiller. Donc, voilà. Tu étais, toi, dans le petit peuple, tu n'avais pas forcément ton mot à dire. Donc, il fallait de toute façon qu'il y ait ces révolutions, en tout cas ces progrès. Mais le pouvoir, c'est toujours la même chose, que dans quelle main qu'il soit, les dérives arrivent très très vite. Les dérapages aussi. Et j'en reviens à M. de Saint-Marc, qui avait le pouvoir, effectivement, tu vois, le pouvoir d'emprisonner les gens et de faire ce qu'il voulait finalement avec ses prisonniers. Il n'avait pas beaucoup de comptes à rendre. Il en a rendu quelques-uns à Louvois au départ, et puis Louvois après a eu confiance, il l'a un peu oublié, et le masque de fer a totalement disparu, a été oublié. Seul Saint-Marc a perpétué la vie de ce masque de fer, a continué à en parler et faisait vraiment ce qu'il voulait avec lui. Là aussi, c'est très étonnant. Le parcours psychologique de ce mousquetaire est vraiment très intéressant. Et dans sa vie aussi, puisque je parle aussi de sa vie privée qui était pas facile non plus. Donc, voilà, en tout cas, j'essaie de rétablir dans cette pièce le vrai visage d'un mousquetaire, à travers le masque de fer, bien sûr, c'est-à-dire un visage qui soit plus réaliste d'un homme d'armes qui était au service du roi et qui pouvait être terrifiant
pour ses prisonniers, qui pouvaient les torturer, qui avaient le droit de torturer, et qui pouvait aussi, à certains moments, en cas d'évasion, il avait l'agrément de Louvois de pouvoir exécuter certains prisonniers et aussi certains de ses hommes. S'il avait un doute sur certains de ses mousquetaires, il pouvait les exécuter. Voilà. Donc, c'est pas le grand d'Artagnan héroïque, brillant, formidable que Alexandre Dumas nous a laissé. Là, c'est une image d'Épinal. Moi, je reviens là-dessus et je pose vraiment une vérité, quelque chose de beaucoup plus crédible. D'ailleurs, entre nous soit dit, d'Artagnan, quand il a été au siège de Lille, hein, puisque voilà, il y avait des guerres là-bas, ils ont pris Lille, il a été gouverneur militaire et politique, puisqu'il s'est occupé de cette ville, il a fait pendre pas mal d'opposants. Et à Lille, on n'aime pas d'Artagnan. C'est pas un héros là-bas. C'est ça qui est rigolo. Tu vois, donc voilà, on revient un peu sur des idées un peu, non pas préconçues, mais qui ont perduré avec le temps, avec l'histoire, avec les romans de notamment notre Alexandre Dumas, qui lui, d'ailleurs, on le dit, dans Les Trois Mousquetaires, avait anticipé, puisqu'il avait fait vivre d'Artagnan sous Louis XIII, alors que d'Artagnan, c'est Louis XIV. Mais comme disait Dumas, il disait, on peut éventuellement tromper l'histoire si on lui fait de beaux enfants. Pourquoi pas? Voilà, c'est Dumas, donc il pouvait faire ça. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un fond de réalité, de crédibilité quand tu t'attaques à des faits historiques. Et c'est vrai que si tu avances de 30 ans ou de 40 ans un fait historique, c'est compliqué pour les gens qui viennent te voir dans la salle parce que ils ont pour ceux qui ont en mémoire leur cours d'histoire, ils disent tiens, c'est bizarre, c'est pas tout à fait ça. Et ceux qui ont lu Alexandre Dumas, c'est pareil, ils disent tiens, ben non, j'en ai eu beaucoup quand je jouais à Avignon, notre Fouquet d'Artagnan, quand je les tractais, qui me disaient non, non, mais je suis désolé, d'Artagnan, c'est Louis XIII. Tu dis non, c'est Louis XIV. Donc, bon, c'est remettre un petit peu en perspective tout ça. C'est ça qui est important. Okay. Et du coup, cette pièce, tu les joues jusqu'à quand et à quel endroit? Alors écoute, c'est très simple. Là, je la joue au guichet Montparnasse jusqu'au 6 avril. Elle a commencé le 21 février. Et tous les vendredis, samedi à 20h30 et le dimanche à 16h30. Et je la reprends, pour ceux qui ne seront pas à Paris, à Avignon cet été pendant le festival, durant tout le festival. Donc ça doit commencer, me semble-t-il, à partir du 5 ou du 6 juillet jusqu'au 31. Voilà. Et ce sera, là oui, il me semble que c'est du 10h15 le matin. Et ce qui est plutôt un bon horaire au vu des fortes chaleurs maintenant qu'on connaît à Avignon, puisque c'est une moyenne de 35 degrés. Hein. Il ne faut pas l'oublier. J'ai connu Avignon qui était plutôt à 30-32 degrés. Et maintenant, ta moyenne, c'est 35 degrés. Et tu as des pics à 40, 41. J'espère qu'on n'aura pas du 42, parce que là, ça sera très, très dur. Voilà. Ok. Et en parallèle, est-ce que tu as d'autres projets pour les semaines et les mois à venir après cette pièce-là? Alors, oui, j'ai d'autres projets. Je vais te la faire courte. J'ai un projet d'une comédie que je suis en train de finaliser à l'écriture et que je jouerai avec deux de mes comparses, j'espère à Paris et en tournée, sur tous les grands faits de société actuels. Ça va aller de Balance ton port à MeToo, en passant par ce que c'est que la politique maintenant, c'est-à-dire les votes un petit peu à l'extrême. Voilà, hein, mais vu par le prisme de trois, on va dire, trois cadras et quinquas, quoi. Voilà. Moi plutôt quinquas et eux plutôt cadras. Quoique. Et donc ça, c'est une comédie qui certainement sera finalisée, je pense, et qui sera en production l'année prochaine. Et entre-temps, je m'occupe d'un autre texte historique, mais qui est tout aussi passionnant, qui s'appelle Le plaidoyer de Louise Bourgeois, accoucheuse de la reine Marie de Médicis, qui est l'histoire de la première accoucheuse, début du XVIIe siècle, qui a édité toutes ses observations, qui a été l'accoucheuse donc de Marie de Médicis et qui a accouché ses 6 enfants, et qui a fondé l'art de l'obstétrique tel qu'on le connaît maintenant.
Et d'ailleurs, toutes les sages-femmes se réfèrent historiquement à toutes ces observations. C'est très, très intéressant. Et cette brave dame a connu un épisode tragique quasiment à la fin de sa carrière en accouchant Marie de Bourbon-Montpensier, qui est morte 6 jours après elle accouche et qui a accouché de la grande mademoiselle. Et elle a été accusée à tort par tous ses confrères masculins, médecins et chirurgiens, de la mort de Marie de Bourbon. Et j'explique tout ça lors d'une sorte d'audience au Collège Royal, où elle est obligée de s'expliquer devant ses pairs, médecins et chirurgiens, de ce qu'elle a fait auprès de Marie de Bourbon. C'est un petit peu construit, pour ceux qui connaissent, un peu comme la pièce la controverse de Vadaloïde de Jean-Claude Carrière. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui était une pièce magnifique, qui n'est pas souvent jouée, mais qu'on peut retrouver, puisqu'il y a eu un téléfilm qui a été adapté de la pièce et qui est formidable avec Jean Carmet, Jean-Louis Prouget. J'ai pas vu la pièce, mais j'ai vu le téléfilm par contre, et c'est. Voilà, avec Trintignant, Jean-Pierre Mariel et Jean Carmet, où là, il parle non pas de l'accouchement, mais il parle de ce qu'est un indigène, si l'indigène est un être humain ou pas, à l'époque. Et on est avant le XVIIe siècle. Là, on est plutôt au XVIe. Voilà. Moi, c'est pas un procès, mais c'est une audience où Madame Bourgeois, Louise Bourgeois, est obligée de s'expliquer sur ce qu'elle a fait et de parler de sa vie et de parler de ses avortements thérapeutiques, puisqu'elle pratiquait déjà des avortements thérapeutiques à l'époque, malgré la censure religieuse. Donc, c'est très intéressant de découvrir ce personnage qui a été aussi connu à l'époque qu'une Marie Curie de par son savoir et aussi de par la fonction politique qu'elle avait, puisqu'elle était très proche de Marie de Médicis. Voilà. Ça, c'est les deux projets que j'ai pour 2025-2026, et en attendant une tournée éventuelle de notre masque de fer, avec lequel je m'amuse beaucoup. Ah, bah excellent. Oui. Ok, et puis donc, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent ou qui regarderont le replay, ils sont plus nombreux, pour leur donner envie de venir te voir au guichet Montparnasse dans un premier temps? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ne jamais, on parlait d'histoire, ne jamais gober l'histoire telle qu'on vous la raconte. Aller au-delà, évidemment, de la légende. La légende du masque de fer, elle est bien plus intéressante dans son histoire vraie. Tu grattes et tu vois une histoire tout aussi spectaculaire, mais qui est moins hollywoodienne que le frère jumeau. Donc, il faut aller au-delà des apparences, et surtout en histoire. Et surtout à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de mainstream, beaucoup d'informations, on est submergé d'informations, avec l'information qui se veut déjà inscrite dans l'histoire, une information officielle qui deviendra une histoire officielle, et il faut aller au-delà de ça et chercher sa propre vérité, si j'ose dire, à travers des textes, des historiens, des philosophes qui nous ouvrent un peu les esprits. Et la pièce est vraiment inscrite dans cet état d'esprit, dans cette optique. Ok. Eh ben, merci à toi. Je te souhaite une excellente soirée. Puis, comme on dit, merde, encore une fois. Et je